Salut à tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien les amis après ce magnifique 0-0 contre Brest. Quel manque d'inefficacité, quel manque d'efficacité, surtout pas d'inefficacité. Pour nos Lyonnais, c'est dommage, c'est triste, c'est le mot que vous le voulez. On est 10e. Le projet lyonnais en prend déjà un coup. Et ça fait un moment qu'il prend un coup. Bref, en tout cas, on est toujours aussi déçus. Et voilà, ça n'est pas prêt de changer. C'est encore une saison à foutre à la poubelle, les amis. Où l'extra sportif a plus sa place que le sportif. Voilà, donc un peu déçu. Pour ne pas dire plus, encore une fois. Mais bon, écoutez, on va essayer quand même de vous faire du contenu. Parce que qui dit extra sportif, qui dit saison compliquée, dit beaucoup de contenu, dit beaucoup d'actualité. Déjà, le mercato a été très intense en termes de rumeurs, en termes de départ, d'arrivée aussi, puisque l'Olympique Lyonnais a enregistré 3 arrivées. Et demain, d'ailleurs, il y aura une conférence de presse de présentation de nos nouvelles recrues en compagnie de Vincent Ponceau, Bruno Chéroux et Jean-Michel Aulas, qui est sous le feu des projecteurs actuellement. Je pense qu'on va bien rigoler et je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour débriefer tout ça parce que je pense qu'il y aura de l'information, de l'actualité. Je pense qu'il y aura aussi quelques questions un petit peu brûlantes et je pense que Jean-Michel Aulas ne va pas se laisser faire comme ça et va répondre avec sa mauvaise foi habituelle et son mensonge habituel. On en est réduit à ça maintenant à l'Olympique Lyonnais. Alors si je vous fais cette petite vidéo les amis, c'est pour vous parler de l'interview qui a fait grand bruit dans SoFoot, l'interview d'Alexandre Lacazette. Vous avez pu voir un petit peu de partout, notamment sur Twitter, des bribes de son interview qui est très intéressante et moi je voulais absolument la lire dans son intégralité parce que des phrases sorties de leur contexte, voilà, je peux les commenter, je les ai commentées sur Twitter, mais je me suis dit c'est peut-être quand même un peu mieux que je vérifie l'information et que je me fasse ma propre idée par rapport à cette interview et elle est très intéressante. Autant j'ai taillé, c'est vrai, Alexandre Lacazette pour sa conférence de presse il y a 2 semaines de ça où je l'avais trouvé absolument minable et que j'avais pas trouvé du tout je lui avais pas du tout trouvé l'âme d'un leader et c'est le moins qu'on puisse dire. Alexandre Lacazette que j'avais trouvé mou, que j'avais trouvé pas intéressant, que j'avais trouvé je m'en foutiste et je l'avais dit. Je l'avais dit très clairement dans une vidéo parce qu'il m'avait exaspéré. Et là dans cette interview à SoFoot, eh bien je l'ai trouvé plutôt intéressant même s'il y a beaucoup de points discutables, vraiment beaucoup de points discutables. Et on va en parler tous ensemble, les amis. Alors, je vais étayer quelques points. Je vais parler notamment de cet ADN lyonnais, grâce aussi à des citations, à des phrases qui avaient été prononcées par nos dirigeants lyonnais il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Lacazette y revient. Mais là, je vais commencer. J'ai surligné en jaune. Hein, j'ai fait du taf, les amis. Il dit je me souviens notamment d'un match où je fais une belle action. Il m'appelle sur le bord de touche. Je pensais que c'était pour me féliciter. Et là, il me dit si tu refais 3 touches, je te sors. C'était des paroles du formateur Armand Garrido qui a été plébiscité par tous les jeunes issus du centre de formation qui l'ont connu, notamment Benzema, Tolisso, mais aussi Lacazette. Et ça montrait à quel point déjà Armand Garrido était intransigeant. Et ça vous rappelle aussi, ça fait écho à une petite phrase de Dejan Lovren, il n'y a pas si longtemps que ça, après le match contre Chambéry, qui dit, ou c'était à la mi-temps, je ne sais plus, il dit, je crois que les mecs vont devoir comprendre que le football, ça joue vite, et qu'il va falloir arrêter avec les 1, 2, 3 touches de balle. Et là, c'était exactement ce que disait Armand Garrido. On en est loin, tout ça, de Armand Garrido, des 2-3 touches de balle. Hier, on a encore vu que dans le dernier 30 mètres, dans les mêmes derniers 6 mètres, il y avait trop de touches de balle. Et c'est pour ça qu'il manquait de la spontanéité à nos joueurs. Donc, on revient à la base. Armand Garrido, il disait déjà ça pour former nos joueurs lyonnais. Et il avait déjà raison.
Alors il dit, moi j'aimais bien le beau jeu. À Lyon d'ailleurs, on t'apprend à faire des actions collectives, créer, jouer en une ou deux touches, la remettre à ton coéquipier, chercher à trouver le partenaire pour qu'il soit dans la meilleure situation possible pour marquer. Depuis tout jeune, on nous enseigne ça. D'ailleurs, que c'est ça la caractéristique du joueur lyonnais. Il joue toujours plus pour l'équipe que pour sa pomme. Moi, je n'avais pas d'obsession pour le but, même si j'aimais marquer forcément, tenter une frappe compliquée. Plutôt que de faire la passe au partenaire en meilleure position, ce n'était pas mon truc. Si je ne marquais pas, je n'étais pas là à bouder dans mon coin. Cette citation, cette phrase, elle fait écho. Il dit en gros, le joueur lyonnais, il est pas individuel, il est collectif. On a quelques exemples, les amis, récemment, qui montrent que pas mal de joueurs jouent pour leurs pommes. Et Vercout l'avait dit, il y avait une petite mentalité dans cette équipe qui montre que chaque joueur, ou peut-être pas chaque joueur, en tout cas une majorité de joueurs dans cet effectif, pense à leur petite personne avant de penser au collectif. Mais moi, celle qui me fait résonner, c'est la phrase de « trouver toujours le partenaire en meilleure position pour le faire marquer ». Il dit finalement la carence que nous avons eue hier face à Brest, mais qu'on a eu aussi face à Strasbourg, à savoir toujours se mettre en bonne position pour frapper, pour marquer. C'est oufissime, il le dit, Alexandre Lacazette. On cherchait vraiment la meilleure position, le coéquipier le mieux placé pour pouvoir marquer. Donc la spontanéité, c'est pas ce qu'on apprend aux jeunes joueurs de l'académie de l'Olympique Lyonnais. Et c'est bien dommage. Et c'est peut-être pour ça hier qu'on a vu bon nombre de joueurs manquer de spontanéité, et notamment des joueurs formés au club. Alors il parle aussi des expected goals. Fameux expected goals dont je suis féru et je trouve que c'est très important aujourd'hui dans le football moderne. Il dit, pour moi, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire ce truc. Il y a tellement de facteurs, le match, le contexte, le terrain, ce n'est pas avec des 0,93 expected goals que tu auras plus de chances de marquer au prochain match. C'est juste un truc pour les spectateurs. Eh bien non, Alexandre, pas du tout. Ça fait partie aujourd'hui des statistiques avancées pour mieux comprendre la performance d'un joueur. Bien sûr, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, les modèles scientifiques et statistiques sont très clairs et permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans la performance. Et je suis désolé, en NBA, toi qui apprécies la NBA notamment, eh bien, tu dois savoir que toutes les statistiques aujourd'hui sont étudiées, disséquées et permettent aux joueurs de comprendre leur performance. C'est important. C'est important. Donc là, je ne suis pas d'accord. Surtout quand il est passé par Arsenal, par le championnat anglais, où toutes ces statistiques avancées sont en pointe et été utilisées déjà depuis beaucoup d'années par rapport à la France. Je ne suis pas d'accord avec lui et je ne le serai jamais. Il dit aussi que la nouvelle génération est plus portée sur ce genre de choses parce que les réseaux sociaux, les médias nous font croire que c'est important. Ben oui, c'est important. D'ailleurs, quand on recrute un joueur, on parle d'abord de ça. Mais oui, aujourd'hui, on est en 2023, on a les nouvelles technologies et vraiment, je pense qu'il faut absolument changer sa mentalité par rapport à ça. Aujourd'hui, on doit utiliser absolument les statistiques avancées pour comprendre des performances et qu'ils ne le fassent pas, eh bien, m'inquiète un petit peu quand même parce que vraiment, un joueur de sa trempe devrait pouvoir utiliser ces statistiques-là pour aller encore un petit peu plus loin. Alors, j'ai sélectionné aussi un autre passage. Il dit « J'ai aussi compris qu'en Première Ligue, si toute l'équipe ne défendait pas, elle était mise à mal et je ne voulais surtout pas qu'on me reproche de ne pas aider Arsenal. » Donc voilà, donc ça aussi, il faut un petit peu transposer ce qu'il a appris en Première Ligue à l'Olympique Lyonnais. Toute l'équipe doit défendre. Toute l'équipe doit défendre. Et on l'a vu encore hier face à Brest, notamment sur les occasions de contre de Brest, l'équipe en entier n'a pas défendu. On a un bloc qui est coupé en deux et ce qu'il dit est très intéressant. On doit pouvoir défendre tous ensemble, tous en bloc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il doit pouvoir transmettre à l'équipe. Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport à cette transposition qu'il a apprise en Première Ligue. Autre chose, notamment sur la culture club. C'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Il dit c'est très très business. Pour les clubs, il se tourne vers l'attaché presse qui est Pierre Bidot. Je ne sais pas si je peux le dire. On est un peu de la marchandise quoi. À l'époque, on parlait moins de droits télé. Il y avait beaucoup moins d'argent. Là, on est dans une phase où il y a beaucoup plus de transferts parce que les clubs doivent tourner.
Bien, écoute, Alex, je pense que tu craches dans la soupe. Tu as touché 10 millions d'euros par saison du côté d'Arsenal et tu touches à peu près la même chose du côté de l'Olympique Lyonnais avec la prime à la signature. Donc les droits télé et la marchandisation du joueur, eh bien, elles te profitent aussi. Donc je pense qu'il y a un sacré culot à dire que les joueurs sont des marchandises. Du moment où tu acceptes ces salaires-là, tu acceptes d'être une marchandise, donc tu acceptes le système. Donc c'est trop facile, je trouve, de cracher dans la soupe Alex Lacazette et de vouloir faire le mec disruptif. Non, ça ne marche pas comme ça, surtout quand on touche des salaires aussi importants et qu'on roule en Ferrari. Voilà. Donc là, pour moi, c'est de la démagogie à 100%. Il dit, il y avait juste quelques interrogations sur le fait de revenir pour pas ruiner tout ce que j'avais fait par le passé. Et oui, ça c'était la question qu'il s'est posée à l'intersaison. Il avait plusieurs propositions, il l'a dit, d'Espagne notamment, du Moyen-Orient, de clubs anglais. Et comme Benzema un petit peu, ne pas ruiner toute la légende qui avait été faite autour de lui. Si bien qu'il y avait une légende, évidemment. Hein, il faut remettre tout ça dans son contexte. Il dit, j'avais envie d'être le projet d'un club, pas juste celui d'un entraîneur, parce qu'il s'il part, il n'y a plus rien derrière. Donc on a placé Alex Lacazette comme centre du projet de l'Olympique lyonnais. Alors, on lui a demandé les différences qu'il y avait entre l'OL qu'il a quitté et l'OL qu'il retrouve aujourd'hui. Il dit, il y a beaucoup de différences. Je ne peux pas tout dire, mais il y en a beaucoup. Je pense que là, on est dans une transition et qu'à l'heure actuelle, elle est là, la principale différence. Donc, on est dans la transition, les amis. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec ce fameux sujet ADN lyonnais et ce passage qui a beaucoup fait parler. Il dit, je pense qu'il faut arrêter avec ça. On l'a eu parce qu'à une période où le club allait mal, on a utilisé beaucoup de joueurs du centre et ça a permis à l'équipe de rester en haut. Nous avions forcément cet ADN parce que nous étions quasiment tous issus du centre et que nous avions compris le projet. Mais là, même si nous sommes encore nombreux à avoir été formés ici, la plupart des joueurs sont très jeunes et encore en période d'apprentissage. À mon époque, on avait beaucoup d'anciens pour nous épauler et moins de pression sur les épaules. Donc ce truc de l'ADN lyonnais qu'on ressort à chaque fois, faut arrêter. D'autant qu'en grandissant, j'ai aussi compris que ce n'était pas toujours plaisant pour les autres joueurs qui viennent de l'extérieur. C'est un véritable fracassage de Jean-Michel Aulas et de la technique de marketing de l'Olympique lyonnais par rapport à cet ADN lyonnais. Ils essayent de promouvoir cette chose-là depuis quelques années. Et le fait que le joueur qui a été utilisé pour le projet club dise ça en présence de l'attaché presse du club, eh bien pour moi c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Peu importe, ce qu'il dit c'est peut-être vrai, il a peut-être pas tort, il a raison dans ce qu'il dit, je vais vous le dire, je vais vous le montrer après parce que j'ai quelques extraits de nos dirigeants qui parlent de l'ADN lyonnais. Mais quand vous êtes salarié du club, payé par ce club et que vous êtes capitaine de ce club et donc figure de proue du projet, vous n'avez pas à dire ça. Tu n'as pas à dire ça. Tu es payé par ton club, tu dois être éthiquement irréprochable. Et le fait d'aller frontalement comme ça contre son président et le projet de son président et l'effet marketing de son président, eh bien pour moi c'est une faute professionnelle. Il a raison quand il dit ça, mais il ne peut pas le dire. Je vais vous donner quelques mots par rapport à ça. Quelques mots par rapport à ça très rapidement les amis, parce que j'ai fait quelques recherches sur Internet sur ce fameux ADN lyonnais et comment les dirigeants lyonnais l'avaient vendu. Vuillez, Jean-François Vuillez, qui est le directeur du centre de formation de l'OL, disait à l'époque « L'ADN OL s'est construit avec le temps, il est en lien avec un territoire, l'agglomération lyonnaise. L'ADN lyonnais correspond à l'histoire de Lyon qui est à la fois une histoire pleine d'ambition et d'innovation. Le lyonnais est un esthète, il a la culture du beau et ça se ressent sur le jeu qui doit être à la fois un jeu offensif et spectaculaire. Nous sommes à la croisée de trois éléments. C'est Rémi Garde qui le disait, le jeu offensif, le jeu spectacle et la formation des jeunes qui doivent jouer dans cette équipe. Donc ça, c'était dit par le directeur du centre de formation. Il dit, il y a l'ADN qui est lié au territoire et à l'équipe professionnelle. Ensuite, il y a l'ADN qui est lié au club et à sa formation. Tout cela doit être connecté et cohérent. Dans l'ADN de la formation, nous devons pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été mis en place depuis longtemps en termes d'excellence, de contenu d'entraînement. Nous devons garder cet héritage, tout ce qui a fonctionné et qui fonctionne encore, tout en faisant évoluer les éléments qui permettent aux joueurs de continuer de progresser. Il continue, il finit par « Il faut privilégier l'ADN OL
par la mise en confiance d'un certain nombre de jeunes comme Malo Gusto, Castello Luqueba, Bradley Barcola. On a envie de faire de Maxence Cacré le point de concentration d'un certain nombre d'énergie et d'ADN local avec la Gambardelia et aussi l'émergence de joueurs. Ça, excusez-moi, c'est pas Vuillès qui le dit, c'est Jean-Michel Aulas, il l'a dit dans sa lettre. Rappelez-vous, il a fait une lettre ouverte en fin de saison où, main sur le cœur, il nous racontait la messe, tout simplement. Il dit, par rapport à Alexandre Lacazette, ça c'était récemment, il dit, c'est le retour d'un très grand joueur qui a gagné énormément de choses, pour ne pas dire tout. Non, c'était pas Lacazette, c'était Tolisso, excusez-moi, je fais que des contre-perfs, moi aussi. Il dit, on a un très grand joueur qui revient dans son club de formation d'origine. Nous réalisons un mercato avec beaucoup de qualité, avec une idée directrice qui est le retour de l'ADN OL. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est avec cette colonne vertébrale qui doit nous permettre de constituer une équipe très vite opérationnelle et avoir un certain nombre d'idées qui se traduisent par des actes. Je ne pense pas que nous soyons perdus en route, mais il est important de retrouver nos fondamentaux, notre ADN OL, un mental qui s'inscrit dans un esprit de revanche la saison prochaine, donc cette saison-là. Ce n'est pas une révolution, mais ses racines sont là. Revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu'il faut pour reconstruire un état d'esprit conquérant. Nous souhaitons que l'ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l'avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront et tâcheront de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l'esprit du club. C'est pour vous dire, c'est pour ça que ce à quoi s'attaque Alexandre Lacazette, c'est le projet du club, tout simplement. C'est tout simplement ce que je viens de vous dire, qui a été étayé par Vuillès, qui a été étayé par Aulas, même si sur Foot Mercato, une source proche du club, on ne sait pas qui est la source proche du club, disait « L'ADN OL est un faux projet, c'est pour les supporters, la communication et le marketing. On ne voit pas de changement par rapport à avant. Ils ont fait signer des contrats pro ou des prolongations à des jeunes, mais on ne les voit pas. » Donc, vous voyez, c'est de la poudre aux yeux, c'est ce que dénonce un petit peu Alexandre Lacazette. Mais, en tant que salarié du club, de joueur, que figure de proue du projet, il ne peut pas dire ça. C'est une véritable faute professionnelle. Il pourrait d'ailleurs se faire taper sur les doigts. Je ne comprends même pas que Pierre Bidot ait accepté qu'il dise ça et que ce paragraphe soit retenu dans l'interview. Ça me paraît complètement bizarre. Pareil, quand il parle de Juninho. Juninho, vous savez, il y a une opposition très claire des règlements de compte entre lui et Jean-Michel Aulas par rapport à son travail qui avait été fait et à la manière dont était parti Juninho, quasiment en claquant la porte, en ne disant à personne qu'il partait. Bref, là, sur ce point-là, aussi, il s'oppose à son président d'une manière indirecte. Il dit ça ne marche pas. Je viens d'arriver quand même, oui, parce qu'on lui dit, ces derniers temps, pour sortir du marasme, on a l'impression que le club cherche à faire ressusciter le passé. Il y a eu Juninho, maintenant c'est toi, Tolisso, Lovren, sauf que ça n'a pas l'air de fonctionner. Il dit, ça ne marche pas, je viens d'arriver quand même. Quand ils font le Final 8, c'est Johnny, non, le directeur sportif. C'est un petit coup aussi de semonce à Jean-Michel Aulas 2 fois dans une interview. Et vous verrez après, il y a une troisième chose qui ressemble quasiment à un mea culpa. Bref, il parle des moyens financiers des Gunners, notamment il dit les moyens financiers des Gunners sont complètement différents. C'est d'ailleurs là qu'on voit la différence entre Lyon, un grand club français, qui ne l'est plus d'ailleurs, hein, et Arsenal, un grand club mondial. Ça c'est du snipe aussi. Et il parle ensuite de John Textor. Il dit, je pense que l'avenir se joue sur le terrain avec nous, les joueurs. Si on performe et qu'il y a l'Europe chaque année, le club va continuer à exister. Si un président met 100 millions d'euros par an, mais qu'on ne se qualifie pas, le club mourra. Il est très noir dans son analyse, Lacazette. Il dit, donc c'est bien qu'il y ait un nouvel investisseur qui donne un coup de main, mais encore une fois, tout se joue sur le terrain. Et là, quand on lui parle de Peter Bosz, qui a dit récemment que, en gros, les joueurs avaient trop de pouvoir, écoutez bien ce qu'il dit. Peut-être, lui voit le foot différemment, il avait un peu plus de recul, mais je ne peux pas vraiment le contredire, car je ne connais pas le fond de ses arguments. Lui, Alexandre Lacazette, qui avait fait des déclarations fracassantes quasiment pour faire virer Peter Bosz après un match en début de saison,
est en train de dire que finalement, il n'avait pas trop tort. Parce que vous voyez, bon, il dit, ouais, je peux pas le contredire, mais ce qui veut dire que il avait du recul par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, on voit que Peter Bosz, il avait la bonne vision par rapport à l'Olympique Lyonnais avec ce qu'il a vu, bien sûr. On ne peut pas le dédouaner complètement. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette interview d'Alexandre Lacazette qui, j'ai trouvé, était très intéressante. Mais voilà, il dit des choses qui sont très vraies, mais en sa qualité de joueur, de salarié du club, il ne peut pas aller contre son président. Et le fait qu'il y aille franco, ça montre qu'il y a un malaise qui est quand même très profond et que peut-être qu'il y a un début de fracture entre Jean-Michel Aulas et les joueurs, et notamment les leaders, entre gros guillemets, les leaders du projet lyonnais, que sont peut-être Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, ou même peut-être déjà Dejan Lovren. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon analyse par rapport à ce que j'ai dit d'Alexandre Lacazette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. À très très vite. Merci beaucoup de nous suivre. Ciao!